En 1966, la sélection, double champion en titre, débarquait en Angleterre auréolée de gloire. La nation brésilienne, alors auréolée de son titre de championne du monde, alignait une génération de joueurs perçus comme un mélange entre les légendes immortelles de 1958 et 1962 et les jeunes talents prometteurs. Le monde entier attendait un spectacle flamboyant, un triplé historique. Mais le football réserve parfois les déconvenues les plus cruelles. À Goodison Park, ce rêve s'est brisé. Le jeu flamboyant des Sud-Américains a été étouffé par la tactique calculée et brutale de leurs adversaires européens. Le Brésil a été éliminé dès la phase de groupe, laissant derrière lui l'image du roi du football, Pelé, quittant le terrain en larmes et en boitant. Près de 60 ans se sont écoulés depuis cet été anglais tragique. Le temps a recouvert de poussière les films en noir et blanc et a tracé des chemins inattendus dans la vie de ces jeunes hommes. Certains, après l'échec, sont devenus des légendes vivantes. D'autres ont choisi la voie noble des études intellectuelles. Et certains génies sont restés à jamais dans l'oubli. Arrêtons-nous un instant pour écouter l'histoire du destin des danseurs de samba de l'équipe nationale brésilienne de 1966. Pelé, membre de l'équipe brésilienne lors de la Coupe du Monde 1966, à 25 ans et au sommet de sa gloire, arriva en Angleterre non seulement comme joueur, mais comme icône, un roi que toutes les défenses rêvaient d'abattre. Pourtant, malgré seulement 2 matchs joués et un seul but marqué, l'image de Pelé, impitoyablement et brutalement taclé par les défenseurs bulgares et portugais, puis quittant le terrain, impuissante, sa cape sur les épaules, devint le symbole poignant de la déroute du Brésil cette année-là. Ainsi, cette brève mais tragique prestation incarna parfaitement la grandeur d'un génie étouffé par la violence, d'un roi déchu sous les yeux du monde entier. Après le cauchemar de 1966, Pelé jura de ne plus jamais disputer de Coupe du Monde. Mais le destin en avait décidé autrement. Il revint en 1970, rayonnant comme le soleil, et ramena le Brésil au Brésil pour remporter le trophée Jules Rimet, confirmant ainsi son statut de plus grand joueur de tous les temps. Quinton Santos. Il rejoignit le New York Cosmos, semant les graines de la passion pour le football en Amérique. Après sa retraite, la vie de Pelé fut un parcours incessant d'ambassadeur mondial. Il fut ministre des Sports, parcourut le monde pour inspirer et devint l'une des personnalités les plus influentes de la planète. Il vécut dans une gloire éclatante, respecté par les chefs d'État. Une vie dont tout le monde rêverait. Pelé apparaissait toujours avec un sourire radieux, des dents d'une blancheur éclatante et des vœux de bonheur pour la postérité, un symbole vivant de réussite et de réussite. Sa grandeur sur le terrain semblait refléter parfaitement sa vie. Sur le terrain, Pelé était imbattable. Et dans dehors, il était un véritable roi, conservant toujours une attitude digne, puissante et empreinte de compassion. Il était un trait d'union entre le football et la paix, entre le sport et la culture. Cependant, même le règne d'un roi a une fin. Le 29 décembre 2022, des millions de fans ont eu le cœur brisé en apprenant la disparition de Pelé à l'âge de 82 ans, après une longue lutte contre le cancer du côlon. Sa disparition a marqué la fin d'une époque, mais l'héritage qu'il a laissé, plus de 1-0 but et un sourire immortel, restera à jamais une source d'inspiration pour l'amour du football dans le monde entier. Tostão arrive à la Coupe du Monde 1966 à l'âge de 19 ans, le plus jeune membre de l'équipe. Son intelligence sur le terrain lui valut le surnom de Pelé Blanc. Malgré la défaite du Brésil, son but contre la Hongrie témoigna de son talent inné. Il jouait avec intelligence, possédant un sens de l'observation et une vision du jeu exceptionnelle qui compensait sa petite taille. Tostão était une note subtile et raffinée au sein de la vibrante symphonie de la samba. La carrière de Tostão fut cependant marquée par une série d'épreuves cruelles. Après avoir reçu un ballon de football dans l'œil, il souffrit d'un décollement de la rétine, une blessure qui menaçait de le rendre aveugle. Mais grâce à une volonté extraordinaire, Tostão subit une opération et revint sur les terrains pour aider le Brésil à remporter la Coupe du Monde de 1970. Malheureusement, la peur de la cécité définitive le contraignit à prendre sa retraite à seulement 26 ans, en plein âge d'or d'un footballeur. Mais lorsqu'une porte se fermait, Tostão en ouvrait une autre, tout aussi brillante. Il réussit le concours d'entrée en faculté de médecine, devint médecin, puis journaliste et l'un des commentateurs sportifs les plus perspicaces du Brésil. La sagesse de Tostão sur le terrain égalait parfaitement sa nature intellectuelle en dehors. C'était un joueur rare, respecté non seulement pour son talent, mais aussi pour son intelligence brillante.
Il écrivait sur le football non pas dans le langage d'un ancien joueur, mais avec la mentalité d'un médecin et d'un philosophe. Profond, analytique et empreint d'une grande humanité. Aujourd'hui, à 77 ans, Tostão est l'un des commentateurs sportifs les plus respectés du Brésil. Il mène une vie paisible, loin des paillettes et du glamour du monde du football. Il est la preuve vivante que le football ne fait pas tout et qu'un joueur peut parfaitement atteindre d'autres sommets intellectuels après avoir quitté les terrains. Hilderaldo Bellini, le capitaine légendaire de 1958, arriva à la Coupe du Monde 1966 à l'âge de 36 ans. Il incarnait une détermination sans faille et un dévouement inébranlable. Bien que l'âge l'eût ralenti et qu'il fût responsable de plusieurs buts encaissés contre la Hongrie, la présence de Bellini demeura hautement symbolique. Il fut le premier au monde à brandir le trophée Jules Rimet, un geste devenu une référence pour tous les capitaines suivants. Après sa retraite du football, Bellini mena une vie paisible et respectée. Il devint petit commerçant, gérant un magasin de chaussures et participant à des activités sociales. Son image, soulevant le trophée, fut immortalisée par une statue érigée devant le mythique stade Maracana, le rendant immortel de son vivant. Bellini était un homme de famille, humble et doux, contrastant avec son attitude sombre et farouche sur le terrain. Mais le destin cruel s'acharna sur le capitaine dans les derniers instants de sa vie. Il lutta contre la maladie d'Alzheimer pendant plus de 10 ans, une maladie qui, peu à peu, le priva de ses souvenirs. Ce fut un combat silencieux et douloureux, où le héros d'antan oublia peu à peu sa propre gloire. Le 20 mars 2014, Hilderaldo Bellini s'éteignait à l'âge de 83 ans. Sa disparition plongea le Brésil tout entier dans le deuil. Le grand capitaine est retourné dans sa patrie, mais sa statue, fière et imposante, se dresse toujours devant le stade Maracana, témoignant pour les générations futures de l'homme qui a porté le football brésilien sur ses épaules. Manga incarne les dures réalités du poste de gardien de but. Lors de la Coupe du Monde, 1966, à 29 ans, il était titulaire lors du match fatidique contre le Portugal. Un souvenir douloureux, car il dut aller chercher le ballon au fond de ses filets à 3 reprises et le Brésil fut éliminé. Mais Manga n'est pas seulement resté dans les mémoires pour cette défaite. Il est célèbre pour ses mains déformées, ses doigts tordus et cassés à force d'arrêter des tirs puissants sans les gants spécialisés de l'époque. Il attrapait le ballon à l'instinct, avec témérité, et même au prix de son sang. La carrière de Manga a duré incroyablement longtemps, jusqu'à l'âge de 45 ans. Il est devenu une légende non seulement au Brésil, avec Botafogo et Internacional, mais aussi en Uruguay, avec Nacional. Après sa retraite, Manga a dû faire face à de nombreuses difficultés financières et de santé. Ses années de vol ont mis ses os à rude épreuve. Il a vécu en exil et dans la misère en Équateur avant de pouvoir rentrer au Brésil grâce aux dons de ses fans. Les mains déformées de Manga témoignent avec force de son sacrifice. Sur le terrain, il encaissait les coups, and a whore. Il subissait les rigueurs de la vieillesse et la pauvreté. Il représente les joueurs d'antan, entièrement dévoués à leur passion, mais sans sécurité financière à la retraite. Aujourd'hui, à 88 ans, Manga vit au Retiro dos Artistas, maison de retraite des artistes, à Rio de Janeiro. C'est la dernière demeure d'une légende qui, jadis, semait la terreur chez d'innombrables attaquants. Malgré ses difficultés de mobilité et sa dépendance à l'aide sociale, Manga conserve un sourire optimiste. Il est une légende vivante, nous rappelant le prix à payer pour la gloire sur le terrain de football. En 1966, Jairzinho fit son apparition comme une lueur d'espoir dans le paysage morose du Brésil. Ce jeune homme de 21 ans, évoluant sur l'aile, possédait la puissance d'un ouragan. S'il n'était pas encore capable de porter à lui seul une équipe en difficulté, sa vitesse, son infatigable jeu offensif et son style puissant annonçaient l'émergence d'un véritable buteur. Choisi pour succéder à Garrincha, il subit une pression énorme. Mais ce fut aussi un moteur puissant pour atteindre les sommets. Après son échec en Angleterre, Jairzinho a fait une entrée fracassante sur la scène internationale, devenant la révélation de la Coupe du Monde 1970. Il a établi un record sans précédent, marqué lors de chaque match, menant le Brésil à la victoire. Sa carrière en club a été étroitement liée à Botafogo, où il était vénéré comme une légende. Après sa retraite de joueur, Jairzinho n'a pas choisi la facilité. Il s'est lancé dans une carrière d'entraîneur et a démontré un flair exceptionnel pour dénicher les jeunes talents.
C'est lui qui a découvert l'étranger, Ronaldo de Lima, dans les années 1990, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour le football mondial. Contrairement à la fougue de Garrincha ou au charisme de Pelé, Jairzinho est, dans la vie, un homme pragmatique, perspicace et passionné, entièrement dévoué à l'entraînement. Sa force et sa détermination sur le terrain se traduisent par un engagement sans faille envers la formation des jeunes talents. Il vit une vie profondément imprégnée de l'esprit du football, discrète mais incroyablement efficace. Aujourd'hui, à 79 ans, Jairzinho coule des jours heureux à Rio de Janeiro. Il intervient régulièrement dans les médias pour commenter le football et partager ses souvenirs les plus glorieux. L'ancien prodige est désormais un sage respecté, mais la flamme de sa passion reste intacte. Il est un témoin vivant, un lien entre le passé glorieux et le présent du football brésilien. À 25 ans, Gerson était censé être le moteur de l'équipe nationale. Cependant, les blessures et le chaos au sein de la fédération brésilienne l'ont limité à un seul match, l'empêchant de redresser la situation. On a douté de lui, le jugeant mentalement fragile. Mais rares étaient ceux qui imaginaient que ce n'était qu'un échauffement avant une ascension fulgurante. Gerson possédait un pied gauche exceptionnel, capable de réaliser des passes longues d'une précision millimétrique. Il jouait avec la mentalité d'un architecte, créant des courbes exquises dans les airs. 4 ans après son échec en Angleterre, Gerson revint et devint le brillant artisan de l'équipe du Brésil de 1970, créant l'un des plus beaux styles de football de l'histoire. Après sa retraite, Gerson choisit de ne pas devenir entraîneur, mais plutôt commentateur sportif, renommé à la radio et à la télévision. Il apporta à ses ondes son esprit vif, sa franchise et parfois sa dureté, héritée du terrain. Il n'hésitait pas à critiquer les travers du football moderne, devenant la voix de la conscience des supporters. Sa vie fut également mêlée à la controverse autour de la loi Gerson, une expression tirée d'une publicité pour des cigarettes qui fut mal interprétée comme une incitation à la violence et à la compétition, une affaire qui le tourmenta pendant de nombreuses années. Il existait un lien fort entre Gerson le joueur et Gerson le commentateur. Maîtrise et direction. Sur le terrain, il dirigeait ses coéquipiers d'un simple geste. À la radio, il utilisait ses mots pour influencer l'opinion publique. Il a toujours mené le jeu à sa manière. Aujourd'hui, à 84 ans, Gerson vit toujours à Rio de Janeiro. Bien que sa santé se soit considérablement dégradée, l'esprit du pied gauche d'or demeure. Il apparaît occasionnellement sur YouTube pour parler de football avec une passion débordante. Il est la preuve qu'une défaite, en 1966, ne définit pas qui l'on est, mais que c'est de la façon dont on se relève qui compte le plus. Gilmar, surnommé le gardien des gardiens, était le gardien de but du Brésil en 1966. À 35 ans, il était un pilier inébranlable, fort de ses 2 victoires en Coupe du Monde. Sun Style, calme et élégant, ne recourait que rarement à des plongeons spectaculaires grâce à un placement exceptionnel. Bien qu'il n'ait pu empêcher la déroute du Brésil en 1966, due à une défense perméable, le talent de Gilmar reste incontestable. Véritable gentleman dans les cages. Il inspirait une sérénité absolue. Après sa retraite du football, Gilmar a connu un succès continu dans les affaires, chose rare pour un joueur de son époque. Il dirigeait une importante concession automobile et menait une vie confortable et paisible avec sa famille à São Paulo. Réputé pour sa discrétion, sa politesse et son image toujours irréprochable, Gilmar a toujours su éviter les scandales et préserver sa vie privée, tout en bénéficiant du plus grand respect de ses collègues et de ses supporters. Le calme, voire le sang-froid de Gilmar sur le terrain reflète son sens pratique aiguisé dans le monde des affaires. Il représente une génération de joueurs visionnaires qui savent tirer profit de leur notoriété pour bâtir une carrière durable. Il est un exemple brillant de professionnalisme et de responsabilité. Cependant, durant ces dernières années, le gardien de but vétéran a dû faire face à une grave maladie. Quelques jours seulement après avoir été victime d'un AVC et d'une crise cardiaque, le 25 août 2013, Gilmar s'est éteint à l'âge de 83 ans. Il est décédé 1 an avant le retour de la Coupe du Monde au Brésil, laissant derrière lui une immense tristesse. On se souvient de lui non seulement pour ses gants d'or qui ont marqué toute une époque, mais aussi pour sa grande gentillesse, jusqu'à son dernier souffle. Brito arrive à la Coupe du Monde 1966 à l'âge de 26 ans.
Réputé pour son jeu rugueux, il ne joua qu'un seul match, mais son style de jeu courageux et intrépide, ainsi que son excellente condition physique, marquèrent les esprits. Brito n'était pas un défenseur flamboyant comme Bellini, c'était un véritable gladiateur. Il était prêt à tout, même à recourir à des coups bas pour protéger ses cages. On le surnommait le Roc, en raison de sa nature inébranlable et de sa ténacité. Après la défaite de 1966, Brito devint un élément indispensable de l'équipe championne de 1970. C'est lui qui œuvrait dans l'ombre, permettant à des artistes comme Pelé et Tostao de créer les chefs-d'œuvre que l'on voit ci-dessus. Brito a évolué dans de nombreux grands clubs brésiliens, tels que Vasco da Gama, Flamengo et Corinthians. Partout où il est passé, il a été un leader. Après sa retraite, il a mené une vie plutôt discrète, loin des médias. Il était connu pour son caractère fort et direct, parfois impulsif, mais toujours très honorable. L'intensité que Brito déploie sur le terrain est à l'image de sa personnalité en dehors. Un homme d'action, sans fioriture ni artifice. Il protège sa vie privée avec autant de ferveur qu'il défend les attaquants adverses. Aujourd'hui, à 86 ans, Brito vit retiré à Rio de Janeiro. Il apparaît rarement en public et assiste rarement aux commémorations. Il choisit de profiter de sa retraite avec ses enfants et petits-enfants, gardant pour lui le souvenir de ses combats acharnés sur les terrains de football. Pour lui, le passé est précieux, mais c'est la paix du présent qu'il apprécie le plus. Djalma Santos est un modèle de fair play dans une compétition où la violence règne en maître. À 37 ans, il disputait sa 4e et dernière Coupe du Monde. Sa condition physique n'était plus la même qu'au moment des triomphes brésiliens de 1958 et 1962, mais son expérience et son attitude restaient exceptionnelles. Djalma ne taclait pas pour blesser. Il défendait avec une intelligence et une technique supérieures, malgré l'élimination du Brésil lors de la Coupe du Monde 1966. L'image du vétéran Djalma Santos, infatigable sur l'aile droite, inspire encore le respect. Il incarnait une époque de football romantique, peu à peu remplacée par un pragmatisme impitoyable. Après avoir pris sa retraite de l'équipe nationale, Djalma Santos a continué à jouer régulièrement jusqu'à l'âge de 41 ans pour l'Atlético Paranaense, un record à l'époque. Le plus extraordinaire dans sa carrière n'était pas tant le nombre de trophées que les statistiques. Plus de 1-0 match professionnel sans le moindre carton rouge. Une fois les crampons raccrochés, il a choisi une vie paisible à Uberaba, où il a ouvert une école de football et vécu en harmonie avec ses voisins. Il a refusé des propositions prestigieuses pour profiter des plaisirs simples de la vie, en apprenant aux enfants à jouer au football avec joie et non avec acharnement. Le jeu irréprochable de Djalma Santos reflétait étrangement sa vie. Il mena une existence sans scandale ni tâche, empreinte d'intégrité et de loyauté. C'était un gentleman sûr et en dehors du terrain, toujours souriant et serein. Cependant, le cycle de la vie, naissance, vieillissement, maladie et mort, n'épargne personne. Le 23 juillet 2013, Djalma Santos s'est éteint à l'âge de 84 ans des suites d'une pneumonie foudroyante. Sa disparition fut un moment douloureux. Le monde du football perdait l'un des plus grands arrières droits de l'histoire. Un homme qui a prouvé qu'on pouvait gagner sans recourir à des tactiques déloyales et qu'on pouvait entrer dans la légende par la simple bonté. Lima, dans un tournoi où la plupart des stars ne disputaient qu'un ou 2 matchs avant de se blesser ou d'être remplacés. Fit figured exception. À 24 ans, il joua l'intégralité des 90 minutes lors des 3 matchs du Brésil à la Coupe du Monde 1966. Surnommé Coringa, le Joker, pour son incroyable polyvalence, Lima pouvait évoluer comme latéral, milieu défensif, voire même attaquant selon les besoins. À Santos, il était un joueur dévoué à Pelé, tandis qu'en sélection cette année-là, il devint un travailleur infatigable, colmatant sans cesse les brèches d'une équipe brésilienne en difficulté. Ainsi, bien que discret, le dévouement, le sacrifice et la persévérance de Lima sont indéniables. La carrière de Lima est indissociable de l'âge d'or de Santos. Il a disputé près de 700 matchs pour le club, remportant tous les titres majeurs. Pourtant, loin des projecteurs, la vie de Lima est restée discrète. Il n'est pas devenu une star des médias ni un homme d'affaires fortuné. Il a choisi de se consacrer à la formation des jeunes à Santos, le club même où il a fait ses classes. Entraîneur dévoué, il accompagne des enfants défavorisés qui rêvent de changer de vie grâce au football, comme il l'a fait lui-même dans sa jeunesse. La polyvalence et l'altruisme de Lima sur le terrain semblent refléter sa vie, toujours prêt à contribuer à n'importe quel poste.
sans rechercher la reconnaissance personnelle. C'est un héros discret, un tremplin pour que d'autres stars puissent briller. Aujourd'hui, à 83 ans, Lima vit ses dernières années avec une santé déclinante. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il voit peu à peu s'estomper ses souvenirs des jours glorieux passés aux côtés de Pelé. Malgré l'effacement progressif de ses souvenirs, dans l'histoire prestigieuse de Santos et du football brésilien, le nom de Lima restera à jamais gravé comme un symbole de loyauté et de dévouement inébranlable. Lors de la Coupe du Monde 1966, à 32 ans, Garrincha, malgré des jambes lourdes et un genou fracturé, parvint à inscrire un coup franc spectaculaire contre la Bulgarie, son dernier but en Coupe du Monde. Si ses dribbles magiques n'étaient plus aussi fluides qu'en 4 ans, sa présence sur le terrain restait empreinte de romantisme, évoquant l'âge d'or du football improvisé. Il jouait sans calcul, tel un grand enfant dans un monde d'adultes rusés. Loin des terrains, la vie de l'ange aux jambes arquées fut une longue tragédie. Sans la protection de son club, incapable de gérer ses finances et rongé par l'alcool, Garrincha sombre dans l'oubli. Sa relation très médiatisée avec la célèbre chanteuse Elsa Suárez se termina dans la violence et les larmes. Garrincha, qui avait jadis fait rire le monde entier par son dribble, passa ses dernières années dans la pauvreté, la solitude et la maladie. Il incarnait à la perfection l'expression « talent et malchance », un artiste qui ne savait briller que sur scène, mais ce qui s'était perdu dans les coulisses. Ce qui est le plus poignant dans la vie de Garrincha, c'est le contraste saisissant entre le terrain de football et sa vie privée. Sur le terrain, il était un maître de la joie, transformant l'illogique en logique. Mais en dehors, il était impuissant face à son destin. Tragiquement naïf, il fut impitoyablement broyé par la vie. Puis, la tragédie prit fin le 20 janvier 1983. Garrincha décéda dans un hôpital caritatif à l'âge de 49 ans des suites d'une cirrhose, conséquence d'un alcoolisme sévère. Le jour de sa disparition, des millions de Brésiliens descendirent dans la rue pour pleurer leur petit oiseau. L'héritage de Garrincha ne se résume pas à son talent exceptionnel de dribbleur, il est aussi un triste rappel de la fragilité du génie. À 21 ans, Alcindo incarnait un grand espoir pour le football du sud du Brésil, Grêmio. Il fut titularisé lors des 2 premiers matchs aux côtés de Pelé et Garrincha. Rapide, puissant et doté d'un instinct de buteur, Alcindo était censé partager la responsabilité des buts. Cependant, l'immense pression liée au maillot jaune et vert et son manque d'expérience l'empêchèrent de trouver le chemin des filets. Il quitta le tournoi déçu, mais ce n'était pas la fin de son parcours. De retour d'Angleterre, Alcindo est devenu une véritable légende du Grêmio, surnommé Bugre. Auteur de centaines de buts, il est devenu une idole pour des générations de supporters à Porto Alegre. Plus tard, il a rejoint le Mexique pour jouer au Club América, où il a également connu un grand succès. Dans la vie, Alcindo est un homme doux et attaché à sa famille, profondément attaché à sa terre natale. Depuis sa retraite, il consacrait une grande partie de son temps au Grêmio, au soutien des jeunes talents et à la vie communautaire. Le contraste est saisissant. Sur le terrain, Alcindo était une redoutable machine à but. Mais en dehors, c'était un homme au grand cœur, toujours tourné vers sa communauté. Il a su transformer la tristesse de 1966 en une motivation pour bâtir un héritage exceptionnel au sein du club. Cependant, le parcours de cette légende s'est achevé. Le 27 août 2016, Alcindo s'est éteint à l'âge de 71 ans des suites de complications liées au diabète. Il est mort à Porto Alegre, là où il était le plus aimé. Le jour de ses obsèques, des milliers de supporters du Grêmio sont venus lui rendre un dernier hommage, pleurant le fils le plus illustre du club. L'héritage d'Alcindo ne réside pas dans la Coupe du Monde, mais dans le cœur des travailleurs du sud du Brésil, où il restera à jamais une légende.